Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de notre matinale Arrêté des comptes 2024. Nous allons aborder aujourd'hui les sujets d'actualité autour des enjeux sociaux, comptables, IFRS, fiscaux et ESG. Comme à notre habitude, vous recevrez après cette présentation par email les supports complets et vous pouvez d'ores à présent poser vos questions dans le chat et nous y répondrons a posteriori. Je vous souhaite une excellente matinée et je laisse la place à Malik Douaoui qui va vous parler de l'actualité sociale. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence sur l'arrêté des comptes et très heureux également d'ouvrir le bal. Que faut-il retenir de l'actualité sociale en 2024 ? Faute de grandes lois, j'ai décidé de faire avec vous un petit tour d'horizon de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en 2024. L'idée n'est pas de répertorier les grandes décisions de l'année 2024 et de s'arrêter sur des décisions qui pourraient opérer un revirement de jurisprudence ou qui poseraient des solutions inédites. L'idée, elle est plus simple, c'est de vous présenter toutes les décisions, anciennes ou nouvelles, qui peuvent avoir un impact direct sur vos comptes et donc qui vous intéressent dans votre pratique professionnelle. J'ai retenu une dizaine de thèmes et à la suite de mon intervention, en principe, vous devriez être en mesure de coller votre DRH et de lui dire avec un petit sourire en coin qu'il aurait dû suivre l'actualité sociale avec un peu plus d'attention. Alors commençons par les différents thèmes auxquels on va s'intéresser et commençons directement par le premier qui est la contestation du calcul de la participation. Alors, quelle était la question posée à la Cour de cassation ? La question posée à la Cour de cassation était simple, c'est dans quelle mesure le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres qui figurent sur l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts peuvent-ils être contestés ? Et la réponse que lui donne la Cour de cassation est simple, c'est que ces montants ne peuvent être contestés que lorsqu'il y a distorsion entre ceux qui figurent sur l'attestation et ceux qui sont déclarés à l'administration fiscale. Et c'est un arrêt du 12 juin 2024 qui pose cette solution. Alors en réalité, cette solution, c'est d'abord le rappel de règles qui avaient été déjà posées par la Cour de cassation dans le passé. D'abord, la Cour de cassation avait indiqué que on ne peut pas contester, quand je dis on vise en réalité d'abord les salariés, les représentants du personnel et spécialement les organisations syndicales, donc on ne peut pas contester le montant du bénéfice net ou celui des capitaux propres qui figure sur l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, y compris, et c'est important, en cas de fraude ou d'abus de l'employeur. En revanche, une possibilité est ouverte de contester la sincérité de ces attestations. Et c'est là que la Cour de cassation innove en définissant ce que ça veut dire que de contester la sincérité des attestations. Et la définition qu'en donne la Cour de cassation est très simple. La sincérité des attestations peut être contestée seulement si il y a une divergence, une différence entre le montant des capitaux propres ou du bénéfice net qui figure sur l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts et celui qui est déclaré à l'administration fiscale. C'est une solution en réalité qui s'inspire directement de la jurisprudence du Conseil d'État et du tribunal des conflits, pour qui en réalité le seul contrôle qui doit être opéré, c'est est-ce que le montant qui figure sur l'attestation est différent ou pas de celui déclaré à l'administration fiscale et qui sert au calcul de la réserve spéciale de participation. Donc c'est une décision sans beaucoup de surprises et qui vient à nouveau sécuriser les montants tels qu'ils figurent sur l'attestation, encore une fois, du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts. Deuxième thème auquel on va s'intéresser, c'est celui de la rémunération. Et sur la rémunération, vous allez voir, j'ai retenu deux sous-thèmes. Le premier, c'est celui de la force probante du bulletin de paye. Et la question qui est posée à la Cour de cassation, c'est de savoir à quel point l'employeur peut s'abriter derrière le bulletin de paye pour dire qu'il n'a pas à payer des commissions qui sont mentionnées sur ces bulletins ou qu'il n'a pas à octroyer des jours de repos parce qu'ils l'ont déjà été au terme du bulletin de paye. Réponse donnée par la Cour de cassation, eh bien non, l'employeur ne peut pas s'abriter derrière le bulletin de paye. En clair, la délivrance du bulletin de paye, et même s'il est indiqué sur ces bulletins de paye que des commissions ont été payées ou que des jours de réduction du temps de travail ont été attribués aux salariés, la simple délivrance du bulletin de paye ne permet pas de prouver que les commissions ont été payées ou que les jours dits de réduction du temps de travail ont été effectivement pris. C'est à l'employeur en réalité d'apporter cette preuve.
C'est une solution en réalité qui n'est pas surprenante et qui s'inspire de deux grands principes juridiques. Le premier, c'est que celui qui veut prouver une obligation doit le faire de manière effective, puis celui qui se prétend libéré d'une obligation doit de manière réciproque aussi indiquer qu'il est libéré de cette obligation. Là encore, deux arrêts de la Cour de cassation, un arrêt du 7 mai 2024 précisément sur les commissions. Donc encore une fois, la simple mention des commissions ne veut pas dire que les commissions ont été payées. À l'employeur de prouver que ces commissions ont été effectivement payées en produisant par exemple des pièces comptables démontrant le paiement de ces commissions. Pareil sur les jours de réduction du temps de travail. Si des jours de réduction de temps de travail figurent sur un bulletin du mois de juin et puis disparaissent au mois de juillet, ça ne veut pas dire nécessairement que les jours ont été effectivement pris par le salarié, à charge pour l'employeur de démontrer qu'ils ont été effectivement pris en produisant par exemple un décompte des jours travaillés et non travaillés. Deuxième thème sur la rémunération, c'est le paiement de la rémunération variable. Et sur le paiement de la rémunération variable, deux questions posées à la Cour de cassation avec deux réponses données dans deux arrêts différents. Première question d'abord, c'est sur qui pèse la charge de la preuve de la rémunération variable. Est-ce que l'employeur doit prouver ou pas qu'il a effectivement payé la rémunération variable pour être dispensé du paiement de la rémunération variable? Et la réponse est affirmative. C'est à l'employeur, lorsqu'il fixe des objectifs à partir desquels est octroyée une rémunération variable, eh bien c'est à l'employeur de prouver que 1, il a fixé ses objectifs et que 2, ces objectifs ont été atteints ou n'ont pas été atteints pour échapper au paiement de la rémunération variable à partir duquel les objectifs ont été fixés. Deuxième question qui est posée, c'est comment on calcule la rémunération variable en cas de départ du salarié en cours d'année. Ça, c'est une question classique et qui arrive souvent dans les entreprises. Autrement dit, est-ce que l'employeur peut se dire « je n'ai rien à payer parce que le salarié est payé en cours d'année » ou doit-il payer une certaine proportion de cette rémunération variable calculée en fonction de la durée du temps de présence du salarié? Eh bien, la réponse donnée par la Cour de cassation, là encore, est simple. Il doit y avoir un calcul pro rata temporis, donc le salarié a droit au paiement de sa rémunération variable à proportion de sa durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Autre thème auquel on va s'intéresser maintenant, c'est la sanction du manquement de l'employeur à certaines de ses obligations. Et là, la question qui est posée à la Cour est une question qui intéresse le salarié. Est-ce que le salarié, lorsqu'il se plaint d'un manquement de l'employeur à certaines de ses obligations et qu'il subit un préjudice compte tenu de ce manquement, doit nécessairement établir la réalité de ce préjudice pour en obtenir l'indemnisation? Réponse donnée par la Cour de cassation, d'abord c'est une réponse de principe qui s'inspire du principe d'abord de la responsabilité civile, c'est que si le salarié estime avoir subi un préjudice, il ne peut en obtenir l'indemnisation que s'il prouve l'existence de ce préjudice. Mais la Cour de cassation tempère ce principe et elle admet, dans certains cas, ce que l'on appelle une réparation automatique, c'est-à-dire que le salarié aura droit à une indemnisation de son préjudice sans qu'il soit besoin pour lui de prouver l'existence ou l'importance de ce préjudice. Mais elle le fait dans certaines circonstances seulement, et lorsque l'employeur manque à certaines de ses obligations, en particulier lorsqu'il manque à des obligations relatives à la durée du travail, à son obligation de sécurité ou par exemple au droit à l'image du salarié. On va le voir dans les différentes décisions dont je vais vous parler immédiatement. D'abord, non-respect de la réglementation sur la durée du travail. Si l'employeur ne respecte pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine isolée, eh bien, le simple non-respect de ces durées maximales de travail ouvre droit à une indemnisation automatique au profit du salarié. Même chose sur le non-respect de la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives. C'est le repos qui doit s'écouler entre la fin d'une journée de travail et le début d'une autre journée de travail. Eh bien là encore, s'il n'y a pas de respect de ce repos quotidien de 11 heures consécutives, réparation automatique. Et même chose encore sur le temps de pause quotidien, qui est de 20 minutes au bout de 6 heures de travail. Eh bien là encore, le simple non-respect par l'employeur de ses obligations ouvre droit à une réparation automatique au profit de l'employeur. On voit bien que là, ce qui est en cause, c'est en réalité le droit à la sécurité et à la santé du salarié. L'employeur a l'obligation de veiller à la santé du salarié. Donc, à ce titre, il doit impérativement respecter les règles sur la durée du travail. S'il ne le fait pas, il manque à ses obligations et ouvre droit au profit du salarié une réparation automatique. Deuxième exemple, c'est sur la violation de l'obligation de sécurité avec un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 où l'employeur avait demandé à
une femme qui était en congé maternité, eh bien de travailler pendant son congé maternité. Et là encore, évidemment, manifestement, il viole son obligation de sécurité. Donc les femmes, pendant leur congé maternité, ne doivent pas travailler. Et c'est une obligation impérative qui s'impose aux employeurs. Dernier exemple, c'est sur l'atteinte au droit à l'image. Et là, en réalité, ce qui est en cause, c'est le droit au respect de la vie privée du salarié, avec l'article 9 du Code civil. Le salarié a droit à la protection de son image et toute atteinte à cette image ouvre droit à une réparation automatique. Dans l'exemple qui avait été tranché par la Cour de cassation, c'était une plaquette qui avait été distribuée par l'entreprise à ses clients avec la photo du salarié sans que son accord ait été donné. Il a pu obtenir une réparation automatique et donc une indemnisation du préjudice qu'il a subi, encore une fois, sans avoir à prouver l'existence de ce préjudice. Autre thème, les congés payés. Alors, les congés payés, c'est un thème dont on a déjà parlé ici à l'occasion de la conférence sur l'arrêté des comptes. J'y reviens brièvement avec un angle mort, j'allais dire, qui n'a pas été tranché par la loi Dadu. Alors, quelle est la question posée? La question posée, une question qui intéresse le passé. Autrement dit, il s'agit de savoir si des salariés qui ont été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle supérieure à 1 an, arrêt de travail survenu avant l'entrée en vigueur de la loi Dadu du 22 avril 2024, eh bien, est-ce que ces salariés ont droit ou pas à des congés payés au titre de ces arrêts de travail? Et la Cour de cassation donne une réponse positive. Oui, les salariés qui ont été en arrêt de travail avant l'entrée en vigueur de la loi Dadu pour une durée supérieure à 1 an peuvent prétendre à des congés payés sur cette durée au-delà d'1 an. Et c'est un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024. Pourquoi je parlais d'angle mort de la loi Dadu? Parce que la loi Dadu, j'allais dire, alors qui vient régler la situation des entreprises après les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation, la loi Dadu ne dit rien en réalité de la capacité du salarié à agir de manière rétroactive pour les arrêts de travail d'origine professionnelle supérieurs à 1 an et survenus avant la loi Dadu. La loi Dadu ne tranchant en réalité que les arrêts de travail d'origine non professionnelle. Et donc la question qui se posait, c'était de savoir est-ce que le salarié peut agir de manière rétroactive précisément pour ces arrêts de travail d'origine professionnelle et supérieurs à 1 an. Sachant que, avant que la loi ne soit modifiée, lorsque les arrêts de travail d'origine professionnelle étaient supérieurs à 1 an, ils n'avaient pas droit à congés payés. Eh bien, la Cour de cassation confirme en réalité la position qu'elle avait déjà arrêtée dans ses arrêts du 13 septembre dernier, et elle dit clairement, en application de la Charte des droits fondamentaux, oui, le salarié qui a été en arrêt de travail avant l'entrée en vigueur de la loi Dadu, arrêt de travail d'origine professionnelle supérieur à 1 an, y compris pour cette durée-là, et en réalité, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, il doit acquérir des droits à congés payés. Donc la Cour de cassation, encore une fois, répond à une question qui avait été passée sous silence par la loi Dadu, donc c'est un arrêt intéressant et qui mérite d'être retenu. Alors, autre thème, c'est le temps de travail effectif. Alors, le temps de travail effectif, on en a une définition dans la loi. C'est le temps pendant lequel le salarié, nous dit le Code du travail, est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Mais, même si on en a une définition légale, dans quel cas peut-on retenir une telle définition? Et vous verrez ici que la Cour de cassation retient une interprétation restrictive et stricte de la définition légale que je viens de vous donner sur le temps de travail effectif. Et on en a 2 exemples, avec un arrêt du 7 février 2024 et un autre du 13 mars 2024. Dans l'arrêt du 7 février 2024, la question qui était posée à la Cour de cassation, c'était de savoir si le salarié qui reçoit des clients pendant sa pause déjeuner accomplit un temps de travail effectif. La Cour de cassation nous répond oui. Accueillir des clients alors même on doit normalement déjeuner, c'est bien du travail effectif. Deuxième question posée à la Cour de cassation et tranchée dans un arrêt du 13 mars 2024, c'est est-ce que le salarié qui reste joignable pendant un voyage professionnel, est-ce qu'il effectue un temps de travail effectif? Eh bien, la réponse de la Cour de cassation, c'est non. Elle considère probablement que répondre au téléphone, c'est travailler, mais rester joignable, ça n'est pas travailler. Autre thème, toujours relatif au temps de travail cette fois, mais sur les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, et la question qui est d'abord posée, c'est sur qui pèse la charge de la preuve des heures supplémentaires. Et ce qu'il faut retenir en réalité, c'est que la charge de la preuve est partagée, c'est-à-dire qu'elle pèse sur le salarié et sur l'employeur, et qu'elle ne pèse pas spécialement et uniquement sur le salarié. Pour être un peu plus précis, on pourrait même dire que la charge de la preuve est chronologique. Il y a 2 temps dans la charge de la preuve. D'abord, il appartient au salarié,
à l'appui de sa demande, s'il estime avoir accompli des heures supplémentaires, il lui appartient d'apporter des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il estime avoir accomplies et qui n'ont pas été payées. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est l'employeur qui doit répondre aux arguments et à la demande du salarié en produisant lui-même des éléments venant contredire, s'il le peut, la défense et les arguments qui sont avancés par le salarié. Et là, on a un arrêt récent de la Cour de cassation qui, j'allais dire, applique cette méthode. Elle l'a appliquée à de multiples reprises. Donc là, c'est un arrêt qui vient confirmer une vieille jurisprudence, en tout cas une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Donc un arrêt du 7 février où là, elle vient nous dire, bien, dans une hypothèse où, j'allais dire, le salarié avait fourni certains éléments, et d'ailleurs des éléments qui nous laissent à penser que là encore, la Cour de cassation est très bienveillante, certains pourraient dire laxiste, sur les éléments dits suffisamment précis qui sont produits par le salarié au soutien de sa demande. Il s'agissait de simples copies de son agenda, sans même avoir mentionné les semaines qui sont travaillées. La Cour de cassation dit « ce sont des éléments suffisamment précis pour que le salarié puisse faire une demande d'heures supplémentaires. Et si l'employeur n'apporte en retour aucun élément, eh bien, il sera condamné, j'allais dire, tant pis pour ses pieds. » Donc l'idée, en tout cas, claire qui est faite à l'employeur, c'est qu'il doit répondre et ne pas se contenter de dire « le salarié ne prouve rien » où la preuve est insuffisante, parce qu'encore une fois, la Cour de cassation est peu exigeante sur la qualité des éléments de preuve qui sont apportés par le salarié au soutien de sa demande d'heures supplémentaires. Un autre thème, celui des travailleurs détachés. Sur les travailleurs détachés, vous allez voir, on va s'intéresser à deux questions différentes. D'abord, première question, qui est une question aussi assez classique, et là la Cour de cassation lui donne une réponse très nette, c'est les salariés qui sont détachés ou expatriés, donc qui partent travailler à l'étranger. Pour parler simplement, est-ce que ceux-là peuvent bénéficier de la participation de l'intéressement qui est mise en place dans leur entreprise d'origine? Et la Cour de cassation donne une réponse positive dès lors que, et c'est la seule condition posée par la Cour de cassation, que ces salariés conservent un contrat de travail ou un lien contractuel avec leur entreprise d'origine. Et elle dit clairement en particulier que pour des salariés qui sont partis travailler à l'étranger, y compris pour des salariés dont le contrat de travail avec la France a été suspendu, y compris pour des salariés qui ont conclu un contrat de travail local, autrement dit pour des travailleurs expatriés au sens propre du terme, eh bien ceux-là ont droit à la participation et à l'intéressement mis en place dans leur entreprise d'origine en France, sans qu'on puisse leur dire « tu ne peux pas y avoir droit parce que ton contrat de travail est un contrat de travail de droit français qui a été suspendu, ou bien tu, j'allais dire, travailles à l'étranger ou tu es rémunéré à l'étranger ». Non, ça ne suffit pas. Ce qui est suffisant, et c'est la condition sine qua non pour bénéficier de la participation et de l'intéressement, c'est le maintien d'un lien contractuel. Dès lors que ce lien a été maintenu, même s'il a été suspendu, les salariés ont droit à la participation et à l'intéressement. Et toute clause contraire, on trouve de temps en temps dans un accord d'intéressement de participation en disant « vous ne pouvez prétendre que pour autant que vous travaillez en France, que vous soyez rémunéré en France », toute clause contraire doit être évidemment écartée parce qu'elle est nulle. Un deuxième sujet aussi sur les travailleurs détachés qui peuvent vous intéresser, c'est comment ça se calcule les indemnités de rupture, en particulier sur le salarié qui a été mis à disposition par sa société mère française à sa filiale étrangère, donc qui est donc parti travailler à l'étranger. Et là, la réponse donnée par la Cour de cassation est particulièrement nette. Les indemnités de rupture, et là on parle de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, et on peut même y inclure l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, autrement dit l'indemnité qui est due si l'employeur procédait à un licenciement qui est injustifié, qui n'est pas fondé, eh bien ces indemnités-là doivent être calculées sur la base des salaires perçus dans le dernier emploi. Et c'est un exemple là qui nous est donné dans un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2024 où on avait un salarié donc qui avait été recruté par une société française, donc société dite mère, qui avait ensuite été détaché auprès de sa filiale étrangère. La filiale étrangère avait conclu un contrat de travail avec ce salarié. Ce contrat de travail avait été rompu puisque la filiale étrangère avait licencié le salarié. Au terme des dispositions du Code du travail, c'est l'article 1231.5, la société avait l'obligation de rapatrier le salarié, ce que la société mère française a fait, mais la société mère française, faute d'emploi à offrir aux salariés qui avaient été détachés dans sa filiale étrangère, a procédé à son licenciement pour motif économique.
puis licenciement pour motif économique, ce qui veut donc dire qu'il faut calculer des indemnités, préavis, licenciement, et le bien fondé du licenciement étant contesté par le salarié, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la question qui se posait, c'est quel salaire faut-il retenir? Et la société mère française avait retenu, en application des dispositions du Code du travail et des dispositions de la convention collective de branche, elle avait retenu les salaires versés par la société mère avant la mise à disposition près de la filiale étrangère. Eh bien, la Cour de cassation lui dit, vous avez mal appliqué les textes vous obligent à retenir le salaire versé dans le dernier emploi occupé, et le dernier emploi occupé, c'était celui auprès de la filiale étrangère, et évidemment, le salaire versé par la filiale étrangère était bien supérieur à celui qui était versé par la société mère française avant le détachement du salarié. Le forfait jour, alors le forfait jour, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entreprises parce que beaucoup de cadres autonomes sont soumis au forfait jour. Et le point important sur le forfait jour, et c'est en règle générale la raison qui est retenue par le juge pour dire que le forfait jour est invalide, c'est le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que la charge de travail du salarié reste contenue et raisonnable selon les termes qui sont employés par la Cour de cassation. Et donc, quel contrôle la Cour de cassation exerce sur cette obligation de l'employeur? Ce contrôle est strict. Et ce que va faire la Cour de cassation, c'est qu'elle va s'assurer que l'employeur a pris de manière effective des mesures pour contrôler la charge de travail du salarié. Et parmi ces mesures, il y en a une petite panoplie. Le principal souvent utilisé, c'est la tenue d'entretien. D'entretien au pluriel et pas d'un entretien. Et là, en l'occurrence, dans un arrêt du 10 juin 2024, la Cour de cassation estime que le forfait jour est invalide et qu'à ce titre, le salarié peut prétendre à des heures supplémentaires au motif que les entretiens n'avaient pas été organisés. Les entretiens n'avaient pas été organisés faute de pouvoir les organiser, nous disait l'entreprise, compte tenu de ses contraintes internes. Celui qui devait tenir l'entretien n'était pas là, celui qui devait remplacer celui qui était absent n'était toujours pas là, les entretiens ont été déplacés. Eh bien, tant pis, nous dit la Cour de cassation, ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu organiser les entretiens, alors même qu'à l'occasion d'un entretien au moins qui avait été organisé, le salarié s'était plaint de sa charge de travail excessive. L'employeur n'a pas été en mesure de contrôler de manière effective la charge de travail du salarié de manière actuelle, j'allais dire. Conséquence, le forfait jour est invalide et le salarié peut légitimement prétendre à des heures supplémentaires. Un autre sujet, cette fois avec la sanction pécuniaire et en particulier la sanction pécuniaire dite prohibée, la question qui est posée à la Cour de cassation, c'est de savoir si l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire. D'accord ? Et quand peut-on parler de sanction pécuniaire prohibée ? D'abord, j'allais dire, en droit du travail, l'employeur ne peut pas réduire la rémunération d'un salarié lorsque le salarié commet une faute. S'il le faisait, la sanction pécuniaire serait dite interdite et donc prohibée. À ce titre-là, l'employeur devrait restituer les sommes qu'il a indûment prélevées. Toutefois, l'employeur peut, dans certaines conditions, opérer une retenue sur salaire. Et il peut opérer une retenue sur salaire lorsque le salarié est absent. C'est normal. Le salaire, c'est la contrepartie du travail. Si le salarié ne travaille pas parce qu'il est absent, il ne peut pas prétendre à une rémunération pendant la durée de son absence, sauf absence dite indemnisée. Et donc, il pourra opérer une retenue sur salaire si le salarié est absent, mais à proportion de la durée stricte de l'absence et pas au-delà. Et là, la Cour de cassation le rappelle clairement dans un arrêt du 20 mars 2024, où une retenue sur salaire d'un trentième de la rémunération mensuelle avait été opérée par la Cour de cassation, au motif que le salarié avait été en retard de plus de 10 minutes à une formation qui avait été rendue obligatoire. L'employeur, donc, avait opéré une retenue sur salaire d'une journée de travail et non pas une retenue sur salaire à hauteur de la durée de l'absence, c'est-à-dire de 10 minutes. Pas plus qu'il n'avait été en mesure, d'ailleurs, de démontrer pourquoi une absence de plus de 10 minutes empêchait le salarié de suivre la formation. Et donc, la Cour de cassation l'a considéré qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée. Donc, ce qu'il faut retenir en réalité, c'est qu'il y a sanction pécuniaire prohibée si le salarié veut sanctionner par une retenue sur salaire la mauvaise exécution du travail, ou s'il sanctionne une absence en opérant une retenue qui est supérieure à la durée de l'absence du salarié. Le licenciement économique. Et sur le licenciement économique, la question qui est posée, en tout cas celle que j'ai retenue, c'est l'origine des difficultés économiques et lorsque cette origine trouve sa source dans une
faute de l'employeur. Et la question posée à la Cour de cassation, c'est est-ce que la faute de l'employeur, qui est à l'origine des difficultés économiques, va priver le licenciement de causes réelles et sérieuses, de causes économiques réelles et sérieuses. Sachant que la cause économique réelle et sérieuse est définie par le Code du travail. Une cause réelle et sérieuse, ça veut dire que c'est une cause qui existe et qui contraint l'employeur à procéder au licenciement. L'exigence de cause réelle et sérieuse est une exigence générale en droit du travail. La Cour de cassation répond clairement à la question si l'employeur a commis une faute et que cette faute est à l'origine des difficultés économiques qui justifient le licenciement économique auquel procède l'employeur est injustifié. Il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Et elle le dit dans un arrêt du 29 mai 2024, où elle le redit, parce qu'en réalité, elle a déjà posé cette solution. Elle le dit à propos d'un employeur donc, qui exploitait un centre de vacances. Une partie de ce centre de vacances, c'était un camping, et le camping ne fonctionnait pas. Et pourquoi le camping ne fonctionnait pas? Eh bien parce que l'employeur s'était vu interdire d'exploiter le camping, faute d'avoir respecté certaines règles d'urbanisme. Donc la Cour de cassation note là qu'il y a une faute. L'employeur ne pouvait exploiter le camping parce qu'il n'avait pas respecté des règles d'urbanisme. À cause de son non-respect, le camping ne pouvait pas être exploité. Le centre de vacances connaissait des difficultés. Ces difficultés ont entraîné le licenciement économique du salarié. Pas justifié, nous dit la Cour de cassation. La prochaine fois, nous dit-elle, respecte les règles d'urbanisme et tu pourras licencier le salarié. Dernier arrêt sur lequel je vais m'intéresser, c'est la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, j'allais dire, elle est... Je dis souvent que j'allais dire, la Cour de cassation est amoureuse de la rupture conventionnelle parce qu'elle lui porte beaucoup d'attention et elle limite les cas dans lesquels la rupture conventionnelle peut être annulée. Alors, quel contrôle précisément la Cour de cassation va exercer sur la rupture conventionnelle? Le principal contrôle qu'exerce la Cour de cassation sur la rupture conventionnelle, il porte sur le consentement des parties. Est-ce que les parties ont eu un consentement libre et éclairé? Ont-ils voulu une rupture conventionnelle? Et évidemment, j'allais dire, l'exercice porte d'abord sur le consentement du salarié. Est-ce qu'on a tordu le bras du salarié? Est-ce que l'employeur a tordu le bras du salarié pour ce qu'il accepte la rupture conventionnelle? Mais là, pour le coup, et c'est là que l'arrêt du 19 juin 2024 est intéressant, on s'intéresse au consentement de l'employeur. Lorsque l'employeur a été trompé par le salarié, on parle de dol en droit, est-ce que lorsque l'employeur a été trompé par le salarié, peut-il invoquer un vice du consentement? Mon consentement a été vicié, on m'a raconté des histoires, on m'a fait prendre des vessies pour des lanternes, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté la rupture conventionnelle. Eh bien, la Cour de cassation, dans cet arrêt précisément du 19 juin 2024, admet que l'employeur qui a été trompé par le salarié n'a pas librement consenti et qu'à ce titre-là, la rupture conventionnelle peut être annulée par le juge. Alors, en l'espèce, comment l'employeur avait-il été trompé? Son salarié lui avait indiqué qu'il voulait quitter l'entreprise parce qu'il avait un nouveau projet professionnel, créer sa propre entreprise, et l'employeur avait consenti à une rupture conventionnelle homologuée. Sauf que ce que le salarié lui avait caché, c'est que son idée, c'était évidemment de monter une entreprise, mais c'était une entreprise concurrente et qu'il montait avec d'anciens salariés de l'entreprise. Et évidemment, si l'employeur avait su qu'il rompait le contrat de travail, qu'il allait favoriser, j'allais dire, le départ de son salarié et la naissance d'un concurrent, il n'aurait jamais consenti à la rupture conventionnelle homologuée. Donc la rupture est considérée comme nulle par la Cour de cassation. Ce qui est intéressant, c'est les conséquences qu'il faut en tirer. La Cour de cassation estime que lorsqu'il y a rupture conventionnelle, parce que le consentement du salarié a été vicié, parce que l'employeur a été trompé, eh bien dans cette hypothèse-là, la rupture conventionnelle produit les effets d'une démission. Ce qui veut donc dire qu'en clair, le salarié devra restituer l'indemnité qui lui a été versée, et il devra même verser une indemnité compensatrice qui représente le préavis qu'il n'a pas pu effectuer. On en a fini avec l'actualité sociale, et on va passer maintenant, et je vais passer la parole à Irène, à la comptabilité qui va nous parler comptabilité.